transition, nous enchaînons avec, comme cela a été dit en guise d'introduction, une première table ronde qui, dans le thème est transformation digitale, disruptive et les core business. C'est une question qui est avec un enjeu majeur puisque toutes les organisations aujourd'hui, elles sont confrontées par rapport à cette problématique. La question qui a été voulue et pensée par l'OSIM, c'est comment y aller. Nous ne sommes plus dans cette transformation digitale où la question est-ce un mythe ou une réalité. C'est une vraie nécessité et que l'état de l'art aujourd'hui nous impose d'aller de l'avant et de voir comment est-ce qu'on va explorer justement ces pistes et en faire un levier de développement. Pour cela, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir des intervenants de qualité. Je commencerai par une dame. Elle est présidente de GFI Maroc, elle est aussi présidente de la PEBI, elle est aussi membre du conseil d'administration de la CGEM. Vous savez de qui il s'agit. Sous vos applaudissements, Selwa Kharkhri. Alors, deuxième intervenant, il est de formation ingénieur, il a un DOA, il est aussi docteur en informatique. Il a été chez Cisco, là où tu veux. Il a été aussi chez Cisco pendant très longtemps avec un parcours exceptionnel puisqu'il a travaillé sur des thématiques liées à l'ICT, au marketing et il est aujourd'hui ici avec nous en sa qualité de vice-président entreprise Orange. Sous vos applaudissements, Brahim Sbaï, s'il vous plaît. Alors quand je l'ai appelé, il était en Allemagne et je lui ai dit comment est-ce que je pourrais te présenter modestement. Il a accepté de me dire qu'il est ingénieur polytechnique télécom. Il a sillonné pratiquement l'Afrique et il est très présent en Afrique et dans les pays du Golfe. Il a fait France Télécom, Ciris, Oreca. Il a été aussi chez Dell et aujourd'hui il est directeur général en charge des services externalisés chez Saham. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, dès lors qu'on parle d'inclusion financière, on pense directement à lui. Il est directeur général de Al-Amana et il est aussi président du réseau arabe des organisations de microfinance Senabil, ingénieur de l'école centrale de Lyon. Sous vos applaudissements, Youssef Ben Chakaroun. Vous avez remarqué que j'ai laissé exprès Saad Mohamed pour dire une et une seule chose, le brillantissime, l'excellentissime ami de tous, Saad, en sa qualité de président de l'OSIM, directeur des systèmes d'information. Et s'il y a une chose que j'avais envie de citer, c'est qu'en 2008, il a été élu meilleur DSI de tout le groupe d'Arab Bank. Donc, le temps que vous installez, que vous fassiez un grand sourire à la salle, on enchaîne directement. Et comme c'est toujours comme ça, on va piéger les intervenants. Ce n'est pas dans notre ADN, mais c'est une... Comme Saad, je l'aime beaucoup. Et c'est avec lui que je vais démarrer la première question. Yak, c'est bon ? Bien. Alors, on est sur un thème qui est les technologies disruptives dans le core business des organisations. J'ai envie de poser la question sur... alors, déjà, quand on voit tout ce qui se passe au niveau de la bourse, au niveau des indices du MASI, les écrans de marché et tous ces ordres qu'on peut passer sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, comment est-ce que la bourse de Casablanca, est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau-là ? Alors, d'abord, j'interviens avec une casquette Bourse de Casablanca et M. Karim Haji, en principe, qui devait intervenir parce qu'on l'a voulu, en fait, une table ronde de top management. Il s'excuse auprès de vous. Il a eu un agenda de dernière minute très chargé et donc il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, je représente par rapport à la Bourse Casablanca. Donc, en fait, le marché des capitaux, hein, comme vous le savez, est très dépendant de la dématérialisation des opérations, des transactions, mais aussi très friand des technologies. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Le marché des capitaux et les différents intervenants, que ce soit des sociétés de bourse, que ce soit les bourses, les dépositaires centraux, les chambres de compensation, les banques centrales, ont toujours dématérialisé dans un but. D'abord, c'est la recherche du milliseconde. Hein. La transaction, elle doit se réaliser dans un temps très minime. Hein. On cherche la milliseconde parce que quand il y a une position, il faut la taper très vite. Au Maroc, nous avons une bourse unique pour tout le marché. Ailleurs, nous avons plusieurs bourses sur plusieurs types d'actifs. On peut être sur les equities, on peut être sur les marchés à terme, donc produits dérivés et autres, les commodities, donc matières premières, etc. Et donc, quand il y a une position, il faut la taper très vite. Donc ça, il n'y a que les technologies de l'information qui peuvent répondre à cette big problématique.
Autre chose, c'est tout ce qui est sécurisation, on va dire, de l'opération, sécurisation du règlement livraison. Il ne faut pas que l'un des antagonistes soit en défaillance de cache et l'autre soit en défaillance de livraison de titres. Donc, on doit interconnecter tout l'écosystème, société de bourse, bourse dépositaire centrale, dépositaire, on va dire, banque, dépositaire du cash, pour que l'opération se vérifie dans tout ce circuit-là pour garantir l'exécution de... Alors, dans toute cette équation de Schrödinger multiparamètres, il n'y a que les technologies de l'information qui arrivent en fait à résoudre cela. Voilà un peu le pourquoi est-ce que les technologies de l'information sont très bien ancrées dans le marché des capitaux. Alors justement, j'ai envie d'enchaîner, puisque tu parlais de cette chaîne qui est bourse, société de bourse, ou plutôt ou les marchés des capitaux. Dès lors qu'on parle de technologie disruptive, on a souvent tendance à visualiser la blockchain et cette question qui est la relation avec l'intermédiation. Alors quid justement de la bourse? Est-ce qu'il y a des projets sur ces sujets-là et comment ça va être opéré? Alors, on va dire la General Ledger distribuée, en fait, qui n'a rien à voir avec le Bitcoin. Je crois que nous sommes devant des gens connaisseurs, en fait, qui font la différence entre la blockchain en tant qu'infrastructure et le Bitcoin, qui n'est qu'une application de la blockchain. Blockchain est quelque chose qui est né sur les 4-5 dernières années. Enfin, Bitcoin est né bien avant, mais le concept de l'utilisation de la blockchain pour d'autres applications connaît un engouement sur les 4-5 dernières années. C'est vrai que nous sommes dans une phase d'observation du comment est-ce qu'on sera mangé, pour être très clair. C'est ça. Pour vous dire qu'aujourd'hui, vous savez par exemple la bourse de l'Australie qui a déjà mis en place une blockchain pour des opérations, on va dire, qui ne nécessitent pas de livraison de titres, ce qu'on appelle le cash settlement. Ce qui fait qu'on peut s'interchanger, on va dire, des options sur un indice, par exemple, sans qu'il y ait livraison du titre physique ou même dématérialisé. Donc il y a déjà des exemples. Au Canada, Nasdaq, sur le projet Link, a déjà en fait mis en place une blockchain pour des PME. En Australie, on est déjà sur ASX, donc l'Australian Stock Exchange, ont déjà mis en place des exemples de blockchain, d'échange de titres sur blockchain. Maintenant, on va dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si ça doit nous manger, on doit se transformer pour répondre à la blockchain comme étant une technologie qui va faciliter le service au client et à l'utilisateur. C'est ça l'objectif. C'est ça Et donc, que je sois mangé, moi j'ai aucun problème, il va falloir que je me métamorphose pour répondre mieux à mon marché qui est demandeur peut-être de la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a une prédisposition aujourd'hui à se retransformer ou à reconfigurer les business models pour être en mesure à la fois d'absorber cette technologie et d'en faire une vraie valeur ajoutée pour le client. Casquette OSIM, pour répondre à ta question Hassan, au sein de l'OSIM, nous avons la plupart des intervenants sont membres de l'OSIM, que ce soit la bourse, la MMC, Banque Le Maghreb, l'association professionnelle des sociétés de bourse qui sont partenaires de l'OSIM. Donc vous voyez, l'écosystème, il est tous là. Les banques aussi. Et donc nous réfléchissons ensemble. On a même été au-delà de nos frontières. Il y a 2 ans, j'étais au Gardner et donc j'ai rencontré le dépositaire central de Moscou qui demandait à ce qu'on crée un groupe comme ça de réflexion autour de la blockchain. Donc la question, elle est là, elle est d'actualité, avec l'AMMC aussi et la Banque centrale, donc les deux régulateurs. Et donc, c'est dans nos agendas que de faire des proof of concept, de voir comment est-ce que aussi la réglementation devra accompagner la technologie. Merci beaucoup, Saad, pour ton éclairage. Justement, le but aussi de cette première table ronde, c'est de surfer sur plusieurs types d'activités ou secteurs d'activités, puisque dès lors qu'on parle de technologie disruptive, on va être confronté à cette question centrale qui est la sécurité, l'infrastructure. Et j'ai envie de poser la question à Ibrahim Sbahi sur cette question centrale, puisque Orange, vous êtes à la fois fournisseur d'accès, mais vous manipulez aussi de la data. Et donc, comment, pour vous, les technologies, comment est-ce qu'elles s'imbriquent dans ces core business? Très bien. Si vous permettez, je voudrais un petit peu resituer dans le contexte parce que je ne vais pas revenir très... L'histoire explique le présent et surtout il définit le futur. Comme ça marche très vite, on n'aura pas besoin de revenir beaucoup en arrière pour un petit peu expliquer. Je pense qu'on est en train de sortir d'un modèle économique dont la finitude des ressources est en train de poindre son nez.
Et on a été poussé dans un nouveau modèle économique par la digitalisation et les outils digitaux. Donc, ceci a fondamentalement fait bouger le centre de gravité de la valeur des entreprises. Elle bouge de l'actif vers l'usage. D'accord. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les service providers et l'industrie des service providers en général, en fait, ils tournaient très très bien, ils avaient une très belle vie, et 80% de leurs revenus, elles venaient de la voix et des SMS. Il leur est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup d'industries, dans le sens où ils ont fait très longtemps les bonnes choses. Ils se sont réveillés un jour avec une combinaison de facteurs, et en fait, ils sont dans un perfect storm. C'est-à-dire, il y a d'un côté les GAFA, donc qui ont commencé à utiliser les réseaux sur la partie data, tout en s'appropriant les clients finaux. Et de l'autre côté, il y a les OTT. Donc il y a une chute drastique du revenu voix et SMS. Donc les opérateurs se sont dit, oulala, la voix est partie, vive la data. Et se sont mis à construire des réseaux data pour dire, il faut absolument qu'on capture la valeur, parce que maintenant la valeur, elle est dans la data. Ce qui s'est passé, c'est que les GAFA, ils ont dit, bah tiens, il y a les OTT, en fait, ils sont en train de prendre le dessus sur nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont tous achetés. D'accord? Et en fait, vous et moi aujourd'hui, quand on se lève le matin, le client, il va dans un canal et il est pris en charge par une plateforme. D'accord? Et en fait, les opérateurs aujourd'hui, l'industrie des télécoms, ils sont en train de dire, tiens, en fait, on est en train de parler de data, mais qui mieux positionné que les service providers de gérer la data? Donc en fait, la data, elle a un cycle, elle a une journée, elle a une vie. Ça commence par la création de la data, il faut la capturer, il faut la stimuler. Après, il faut la transporter en la protégeant. Après, il faut la storer. Il faut la sécuriser, mais surtout, il faut l'analyser pour en extraire l'information. Donc aujourd'hui, le principal valeur ajoutée que vont ajouter bien sûr les services providers, c'est accompagner les entreprises pour tirer la valeur de la data qui est l'information. Et en fait, on regarde l'émergence de 3 types de service providers. Et il y a ce qu'on appelle les service providers utility. Il y a des service providers dans le monde qui ont dit, très bien, moi, je me concentre sur l'infrastructure, je suis extrêmement efficient, je suis rapide et je m'adapte à ce que les entreprises veulent. Très bien. Il y a les autres qui ont dit, bah moi en fait, je me mets un peu sur un peu plus sur la valeur. Donc je monte un petit peu en valeur et ils se sont plus positionnés sur leur relationship entre les services providers de cette industrie et les entreprises. Et il y a les derniers qu'on appelle les smart. Et ceux-là, ils se sont dit, tiens, il faut absolument aussi qu'on propose une plateforme pour nos utilisateurs, il faut qu'on devienne une plateforme d'innovation, il faut absolument qu'on participe à l'évolution des business models et il faut qu'on accompagne jusqu'aux couches applicatives des entreprises. Voilà un petit peu, si vous voulez, comment l'industrie des télécoms, en vivant sur ses acquis, ne s'est pas réveillée. Je pense qu'ils se sont surveillés entre eux, mais ils ont oublié que toujours la disruption elle vient de jeunes dans un garage. Et c'était exactement le cas. Quid du Maroc par rapport à tout ça? Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, votre regard en étant opérateur sur le périmètre Maroc, comment que ça se développe? Je pense que le Maroc a une excellente connectivité, que ce soit notamment hertzienne à travers la 3G et la 4G, et bientôt la 5G commence à poindre le bout de son nez. On commence à lancer un petit peu la fibre optique, tous les services providers marocains. Je pense qu'ils en ont pris conscience, absolument. Et on est plutôt très bien doté sur l'aspect infrastructure. Je pense qu'on a de bons SLA et le service, il est à la hauteur de la capacité de l'approche et des entreprises et de l'utilisateur final, le B2C, tel que vous et moi. Je pense par contre sur la partie IoT et capture des data et toute cette valeur dont les entreprises ont besoin pour pouvoir survivre, parce que comme disait Monsieur le ministre ce matin, la compétition elle est globale, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Donc on n'est pas en retard, mais je pense qu'il y a énormément à faire. On reviendra sur une question à la fin qui est ce dont nous aurons besoin sur les 2 ou 3 prochaines années concrètement, et c'est comme ça qu'on sortirait avec peut-être des conclusions. Je donnerai peut-être la main à Timen Srej. Vous êtes dans un secteur qui est les services externalisés, vous êtes aussi directeur général de Phone Group. Votre regard par rapport à l'usage de ces technologies disruptives dans l'écosystème des centres de relations clients, est-ce qu'aujourd'hui il y a de vrais défis? Est-ce qu'il y a une réelle appropriation de ces technologies? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va dénaturer le métier et on ne sait pas où on va aller? Très bien, merci. Merci déjà pour l'invitation et pour me donner l'opportunité de partager. Alors nous aussi, on a peur d'être mangé. Beaucoup de choses s'écrivent sur le fait que les call centers vont disparaître et que vous allez appeler. Donc, au Royaume-Uni, il y a déjà des banques que vous appelez. Vous pouvez faire pratiquement toutes les
transaction classique sans parler à un être humain. Vous parlez à un robot vocal. Donc, nous, notre conviction, c'est que c'est certainement pas ça qui va arriver. Alors, c'est pas le blockchain ou la data qui nous inquiète, c'est bien sûr l'intelligence artificielle et l'automatisation. On pense au contraire qu'on va permettre de ce qu'on appelle augmenter nos agents. Donc, on parle d'agents augmentés, c'est-à-dire de personnes qui vont pouvoir faire bien plus que ce qu'elles font aujourd'hui grâce à la technologie, grâce à des outils décisionnels, grâce à des bases de connaissances, grâce à des automatisations de process qui leur permettent d'aller plus vite, d'être plus efficaces. Et donc, il y a une vague, ces vagues de disruption technologique menacent tout le monde si on les gère mal. Ça fait partie du quotidien dans la gestion d'une entreprise. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut savoir se les approprier, mettre en place la bonne stratégie pour les intégrer. Et aujourd'hui, quand on parle de nos activités, c'est pour ça que vous avez parlé de services externalisés, parce qu'aujourd'hui, on fait bien plus que des activités classiques de relations clients, puisqu'on fait de la modération de contenu pour des grands réseaux sociaux, on fait de la gestion de sinistres pour des assureurs, on gère toute la chaîne de bout en bout pour des e-commerçants, depuis la construction du site à la gestion du catalogue, même les photos. On prend en charge la gestion des photos et l'optimisation des photos pour les e-commerçants. Tout ça, c'est très très loin du métier qu'on a tous en tête de call center. Et on réussit à le faire grâce à la technologie. Et donc on est en train de peut-être faire moins de choses à faible valeur ajoutée pour se spécialiser sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Vous avez parlé d'agents augmentés ou de collaborateurs augmentés. Si vous pouvez nous donner juste un aperçu, parce que souvent on a tendance à voir des personnes qui sont augmentées, on va leur mettre une puce quelque part pour qu'ils puissent être connectés. Est-ce que c'est dans cet esprit, enfin, juste pour ne pas faire peur à ceux qui vont travailler sur les CRC? Oui, on ne parle pas d'hommes ou de femmes bioniques et de choses comme ça. On parle simplement d'équiper nos collaborateurs avec des outils qui permettent... Je donnais l'exemple de la gestion de sinistres. On fait de la gestion de sinistres pour un assureur, mais on travaille avec des collaborateurs qui ont peut-être travaillé pour un opérateur télécom, qui ont travaillé pour un fournisseur d'énergie, qui aujourd'hui travaille pour un assureur, donc en prestation de services. Donc il faut les former, il faut les équiper. Donc il y a des outils de formation, des outils, des bases de connaissances, des choses qui leur permettent de monter en compétences. Donc déjà, on les monte en compétences. En soi, c'est une augmentation de compétences importante. Et puis après, dans leurs actions au quotidien, une gestion de sinistre, vous avez des déclarations de sinistre. Il faut être capable d'évaluer la déclaration de sinistre, de prendre la bonne décision, d'orienter vers des experts, d'orienter vers des garages quand il s'agit de voitures. À la base, nos collaborateurs ne connaissent pas ce métier. On ne va pas aller recruter des gens chez des assureurs pour le faire, mais on va leur donner des outils décisionnels, des outils de compréhension, des outils de workflow qui vont leur permettre de prendre les bonnes décisions. Et au final, ils font pratiquement le travail que ferait un assureur ou un agent d'assurance, sauf qu'on le fait à très très grande échelle, puisque c'est notre modèle, et puis on le fait de manière optimisée, processisée, et qui fait en sorte qu'on réussit à avoir des choses très performantes pour nos clients. Bien entendu, ces dispositifs, ils s'accompagnent obligatoirement de formation, d'accompagnement de tous ces salariés. J'ai envie aussi de faire un éclairage sur un secteur qui, souvent, on a tendance à dire, est-ce que les technologies disruptives vont aller jusqu'à ce secteur, puisque souvent on est ou dans la finance ou dans la santé, comme ça a été dit ce matin par M. le ministre. Le secteur de l'inclusion financière n'est pas en reste, puisque on se pose la question, est-ce que ces technologies disruptives aujourd'hui s'imbriquent dans ces écosystèmes? Est-ce que les entreprises, les AMC, qui sont les associations de microcrédit, est-ce qu'elles en tiennent compte dans leur stratégie de développement? Est-ce que la stratégie digitale aujourd'hui est partie prenante intégrée pour réellement apporter une vraie valeur ajoutée à tous les usagers? Youssef. Merci pour l'invitation et de nous donner l'occasion de présenter un secteur un peu mal connu, malheureusement, et qui est pourtant aux avant-postes de la stratégie sociale dont on parle tant.
Juste quelques précisions sur ce concept abstrait d'inclusion financière, juste qu'on comprenne d'abord que nos clients, notre cœur de métier, c'est l'individu qui a en dessous du SMIC, revenu irrégulier, pas de collatéral, et qui se voit reconnu par cette possibilité d'accéder au microcrédit et saisir une opportunité économique. Donc, au travers de ce process-là, il y a un processus d'empowerment qui s'engage petit à petit, parce que la personne est reconnue, elle est accompagnée par, même pour 1000 dirhams de prêt, elle est accompagnée par quelqu'un. Elle adopte une méthode dans sa discipline budgétaire, on lui fait ce qu'on appelle de l'éducation financière, jusqu'à ce qu'elle commence à regarder l'avenir avec plus de méthode. Donc ça, c'est notre métier. Il se trouve que, donc, comme l'avait lancé le concept par Mohamed Younes, depuis, il y a toute une industrie mondiale du microcrédit qui, aujourd'hui, représente une centaine de milliards de dollars par an, sous divers formats. Et au Maroc, on a une expérience qui est reconnue au niveau international, on a même des organisations qui ont des prix. Et donc, naturellement, le digital, évidemment que quand on traite des masses de données complexes, variables, qui bougent tous les jours, évidemment que le digital est incontournable, et toutes les technologies à moindre coût qui permettraient de faire accéder à ces services des populations de plus en plus nombreuses, évidemment que c'est même pas une question qui se pose. Juste pour compléter le tableau sur l'inclusion financière, au Maroc, on soutient à peu près 1 million de familles. Aujourd'hui, on en a soutenu à peu près 3 millions depuis à peu près une quinzaine d'années qui renouvellent leur crédit. C'est un portefeuille d'1 million de familles. Donc c'est 1 million d'emplois, puisque le prêt est considéré générer un équivalent temps plein, au moins pour le titulaire, et un quart de temps plein pour la moyenne, ce qui fait que les 200 000 qui rentrent dans les programmes de microfinance chaque année, c'est 50 000 emplois. Okay. Ce n'est pas rien quand on connaît aujourd'hui la création nette d'emplois. Donc juste pour vous dire à quel point ce secteur devrait monter en puissance et donc devrait se donner les moyens d'aller le plus loin possible avec le digital. Les grands enjeux pour nous aujourd'hui, alors concrètement, ce sont des espèces de banques avec des agences, des chefs d'agence. Les technologies d'analyse du risque sont un peu différentes de celles des banques puisqu'on travaille sans collatéral. Notre analyse se base essentiellement sur l'humain, alors que ce soit l'humain, le client dans son environnement, avec ce qu'on appelle des enquêtes de moralité, de réputation, et puis l'attitude de notre personnel. Nous employons 2500 personnes pour accompagner, enfin c'est 7000 personnes qui accompagnent 1 million de clients. Okay. Les questions qui se posent pour nous par rapport au digital, naturellement, c'est on doit digitaliser tout ce qui peut l'être. Ça s'appelle du système d'information classique. Et donc là, aujourd'hui, nos agences, on a 650 agences, 2000 employés sont connectés en temps réel. La question, c'est est-ce qu'on pourra se passer des agents de crédit ? Est-ce qu'on pourra demain faire du crédit, on pourra prêter 50 000 dirhams à quelqu'un ce qui est une petite, pour sa petite exploitation d'investissement ou de fonctionnement? C'est la première question qu'on se pose. Est-ce qu'on pourra se passer de la personne? Nous, on fait le pari que non, a priori, en tout cas pas dans l'horizon proche, on ne pense pas. Donc 350 000... L'idée, c'est qu'il faut qu'il soit présent physiquement? Il faut le voir, puisqu'il n'y a pas de garantie, il faut au moins le voir, il faut au moins apprécier sa moralité, on a beau avoir les outils Soyuz, ça reste quand même une notion de confiance qui est fondamentale. L'empowerment découle de cette confiance. Donc on pense qu'il y en aura encore des agents de crédit, je dis bien sauf pour un certain nombre de petites catégories, par exemple les ultra-pauvres,
à qui il faudra peut-être des nanocrédits. Et aujourd'hui, on trouve dans certains opérateurs, en Inde par exemple, qui offrent des nanocrédits, ça va jusqu'à $10, OK. et qui permettent, ce qu'on ne voit pas le client, il est remboursé par rapport à des algorithmes du big data et consorts. Donc ça, c'est la première question de fond. Deuxième question, c'est nous sommes un Maroc dans le pays, encore avec tout l'effort qui est consenti, le cash est encore dominant. Donc nous devons composer avec cette réalité. On ne comprend pas de l'extérieur quand on vient nous voir pourquoi on manipule autant de cash. Et pourquoi les gens pensent qu'on ne dématérialise pas, alors qu'en fait, qu'on ne veut pas dématérialiser, qu'on est des espèces de vieux dinosaures. Ce n'est pas ça la réalité. C'est qu'en fait, nos clients, aujourd'hui, ne veulent pas s'exposer, ne veulent pas encore passer dans le formel, ne veulent pas utiliser... sont encore rares. Il y a un discours, il y a une réalité. C'est peut-être un premier défi sur lequel... Donc c'est le second défi, je parlais des Absolument. agents de crédit. Le deuxième défi, c'est le défi du cash. Donc il y a aujourd'hui des établissements de paiement dont l'interopérabilité va sortir, je pense, dans une semaine, les principes d'interopérabilité. Donc nous, c'est un deuxième enjeu pour nous. Autre enjeu, c'est nous adressons à une population faiblement lettrée ou largement illettrée. Et de plus en plus, nous avons une population qui est peut-être faiblement lettrée, mais pas illettrée numérique. Mais qui est... Illettrée mais connectée. Elle est de plus en plus numériquement connectée. Donc nous avons une jeunesse aujourd'hui qui arrive. Et en 4-5 ans, on a vu les choses bouger, la psychologie de nos clients évoluer. Et ça, ce sont des enjeux qu'on a de la peine à vraiment appréhender. Donc, de la data, clairement, du data mining, de l'analyse. Quatrième enjeu pour nous, c'est les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui le deuxième pouvoir, on va dire, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on existe comment dans ces réseaux? On fait quoi? Comment on interagit avec les clients? Puis voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Quatre défis. L'idée de ce premier tour, je reviendrai vers Selwa, c'était de réellement planter le décor, mais vraiment sans se planter dans le décor. L'idée de la transformation digitale et de toute cette technologie disruptive, elle varie d'un secteur à un autre, mais elle est là, présente, on l'a vu avec le marché des capitaux, dans un secteur des services externalisés en tant que provider, mais aussi et surtout dans le secteur de l'inclusion financière. Alors là, j'ai envie de m'adresser à Selwa en sa qualité de présidente de l'APEBI, puisque vous êtes un peu au centre quand il y a des projets structurants, que ce soit dans le secteur public ou privé, quand on parle de stratégie digitale. Vous êtes associé. Alors, quel regard tu portes aujourd'hui sur l'état de l'art au Maroc? Je pense qu'il doit y avoir des défis, des contraintes, mais aussi si tu as des perspectives pour qu'on puisse utiliser cette transformation digitale comme un levier de développement pour le pays. Merci Sicharaf. Si vous permettez, je voudrais d'abord remercier, féliciter l'OSIM en sa personne de César, le président, les remercier de leur invitation, de leur partenaire APEBI, qui est effectivement, nous considérons que nous sommes partenaires. L'intérêt pour ce secteur, je dirais, s'est fait démontrer par la présence de Monsieur le ministre à 2 reprises au mois d'octobre, à 2 événements importants qui sont l'ITEX et le ZIM. Et effectivement, quand on voit cet intérêt, quand on voit les discours de Sa Majesté, on dit que le secteur, il fait une croissance à 2 chiffres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc, nous sommes, je dirais, assez optimistes. Effectivement, il y a des projets d'envergure nationale qui sont en cours de lancement. Je ne citerai que le projet de registre social avec Sahar qui est juste ici. Peut-être le mobile payment avant la fin de l'année qui va certainement générer justement pas mal de trafic, pas mal de services, pas mal de prestations. Mais ça reste, je dirais, assez timide par rapport aux défis de notre pays doit relever. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'emploi. Tout le monde est conscient de l'enjeu de la transformation digitale. Nous sommes à l'APEBI, je dirais, la fédération qui représente l'économie numérique, le digital, au sein de la CGM. Donc, nous avons un rôle très important pour accompagner l'ensemble des secteurs d'activité
Il y a un nouveau bureau qui a été élu il n'y a pas longtemps au niveau de la CGM. Le président Nzouer a fait justement du digital son champ de bataille. Donc nous espérons agir dans ce sens-là, puisque dans cette salle, il y a d'imminents DSI de secteur privé, si je parle du secteur privé, qui ont de la compétence technique, qui ont le savoir-faire, qui ont la volonté de faire, mais ils sont certainement, pas tous, heureusement, mais ils ont un mur à franchir devant eux. Ce mur, c'est le chef d'entreprise. Sachant que 80%, 90%, ce sont des PME. Donc on a un devoir justement de sensibiliser ces chefs d'entreprise de l'intérêt de la transformation digitale. Je pense qu'il ne peut pas y avoir un projet de transformation digitale qui réussit si le chef d'entreprise lui-même ne porte pas le projet. Donc ça, c'est concernant le secteur privé. Concernant le secteur public, et je vois en face de moi d'éminentes femmes et hommes directeurs des systèmes d'information, qui ont pareil un savoir-faire extraordinaire, mais eux, ils se heurtent à autre chose. S'il y a une volonté au niveau des ministères, et je salue le ministre de la modernisation de la fonction publique, justement, qui est en train de jouer un rôle important dans ce domaine-là, eux, ils se heurtent à des problèmes des fois réglementaires. Donc, l'APB, nous avons un rôle aussi important au niveau réglementaire. On ne peut pas, je dirais, il y a des freins réglementaires dans les textes, justement, pour lancer des appels d'offres avec les nouvelles technologies, avec, je dirais, des solutions cloud, des solutions SaaS, etc. Sans parler de la réticence concernant la sécurité. Donc là aussi, je dirais, c'est un domaine qui est très important, sur lequel l'OSIM et l'APB, bien sûr, travaillent, et je pense qu'il y a besoin des efforts de tout le monde, sans compter de tout ce qui rajoutons également tout ce qui est protection des données personnelles. Donc là aussi, il y a tout un travail qui est fait avec la CNDP pour pouvoir justement rendre conforme notre législation au niveau du Maroc et pouvoir continuer à capter au niveau de l'offshoring, justement, à capter des donneurs d'ordre et à capter des projets très importants. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on travaille, tout le monde travaille, mais il faut accélérer. Ça, c'est très, très important. Je pense que M. le ministre l'a dit. On sent une accélération ces derniers temps, mais il faut encore, je dirais, il faut encore aller plus loin. Un sujet aussi très important sur lequel on travaille, et là je vais faire un appel à l'OSIM officiellement et très très bientôt pour travailler avec nous, ce qui est le sujet justement de formation des ressources humaines. Puisque je pense aussi bien nous, en tant qu'opérateurs dans ce secteur, que vous, en tant qu'utilisateurs, nous vivons tous la même problématique depuis à peu près 1 an et demi, mais qui a l'air de s'accentuer et d'aller encore malheureusement plus loin. Et Monsieur le ministre en a parlé également tout à l'heure. Donc nous avons lancé un projet qui devrait voir le jour avant la fin de l'année, Inch'Allah. L'idée, c'est de faire d'assurer des formations à courte durée sur une période ne dépassant pas 6 à 8 mois, avec une alternance dans les entreprises. Donc on fera appel à vous. C'est très important justement de pouvoir jouer le jeu et d'intégrer ces jeunes-là. C'est destiné à des jeunes qui ont des licences en matière scientifique et qui sont à la recherche d'emploi. Et surtout, c'est un projet qui est régional. C'est-à-dire, c'est un projet qui va concerner exactement 500 jeunes par région. Donc 500 x 12, ça fait 6000 jeunes. Et je pense que c'est vraiment faisable donc de former 6000 jeunes par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout l'enseignement marocain, privé ou public, le Maroc forme à peu près 8500 d'informaticiens, tout diplôme confondu, avec un pays comme la Roumanie qui en forme 65 000, donc à peu près 10 fois plus. Donc nous avons justement des ambitions, et je pense que SISAD va répondre positivement et tout de suite à cet appel pour justement travailler, parce que c'est le seul moyen de réussir justement la transformation digitale dans nos entreprises, et puis bien sûr en passant résoudre une partie du problème de l'emploi. On ne pourra pas tout résoudre, mais je pense que
c'est une goutte, comme ça a été dit ce matin, mais c'est une goutte qui a quand même son importance. Merci beaucoup, Sloa, d'avoir mis le doigt sur justement ce sujet de capital humain, puisque à la fois il faut accélérer les réformes, accélérer les usages, la réforme réglementaire au niveau de l'administration, mais aussi ça corrobore les propos de Siad Serrej sur l'importance du capital humain dans la prise en compte et la prise en charge justement de cette transformation digitale. Dès lors qu'on veut passer à des entreprises augmentées, il nous faut des compétences en interne qui soient formées, et quoi de mieux, cette convergence justement des intérêts, que ce soit de l'OSIM ou de la PB. Je reviens justement par rapport à cette question sur les technologies disruptives, puisque nous sommes, et on l'a vu au travers de vos éclairages, qu'il y a à la fois de vraies opportunités pour transformer l'essai et générer de la richesse, mais aussi de vrais défis qui se posent à nous, que ce soit en matière de sécurité, de RGPD. Au niveau du marché des capitaux, s'il y a 2 ou 3 points centraux phares sur lesquels il doit y avoir une action sur les prochaines années pour réellement faire que ce soit de la big data ou la blockchain ou de l'IoT un vrai levier, ce serait à ton avis quoi? D'abord, je répondrai à Madame la Présidente. Vous savez que notre support à l'éducation, nous l'avons dans les gènes. Et donc, je vous remercie pour la proposition. Et on s'inscrit totalement, donc, justement, dans cette vision et dynamique d'apporter notre valeur ajoutée pour l'enseignement et l'éducation. Et donc, nous en sommes très contents. Je vous remercie pour la proposition. Et nous travaillerons très prochainement à ZAP pour donner vie et sortir avec un plan d'action qui puisse donc justement nous permettre d'avoir des ressources qui répondent le mieux à nos besoins. Ça, c'est un point important. Ça, c'est sad. Je pense que quelqu'un d'autre n'aurait pas réagi aussi rapidement à la proposition. Je pense qu'on peut l'applaudir et les applaudir tous les deux parce que c'est du tac au tac. On vous sollicite, oui, on répond tout de suite. Donc, merci pour ce positivisme. Je crois que c'est aussi ça, on va dire, c'est notre marque à l'OSIM. On est très plan d'action. Hein, tu vois, on est dans l'efficacité et dans l'action. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on attende que l'herbe soit verte pour qu'on puisse épouser en fait des actions, hein, ou demander à l'autre de nous préparer le terrain, ou demander au gouvernement de, je ne sais pas, se pencher sur des textes législatifs qui peuvent venir cette année ou dans 10 ans. Il faut que chacun s'y mette et apporte son nom au moulin, comme le disait Madame la Présidente. Sur le marché des capitaux, donc comme je le disais, nous sommes très friands des technologies, que ce soit sur la big data. Vous savez que tout ce que fait par exemple une bourse, c'est de vendre de la data. Hein. Aujourd'hui, nous avons des clients comme Bloomberg, Reuters. Nous avons 35 clients dans le monde qui nous achètent de la data. Quand on sait qu'au Maroc, par exemple, si je vous donne la composition de notre chiffre d'affaires, nous, Bourse de Casablanca, on fait 8% sur la vente de la donnée, de la data, et 92% sur tout ce qui est commission sur transaction. Et quand on regarde, en fait, on fait un benchmark sur d'autres marchés, aux États-Unis, mais bon, on ne va pas se benchmarker par rapport aux États-Unis, mais c'est juste un chiffre. Les commissions sur transaction représentent moins de 10%. Et tout ce qui est service à très forte valeur ajoutée, autour de la data, de la colocation, etc., ça fait plus de 90%. Ce qui fait qu'on est sur de la valeur ajoutée. Parce que sur la transaction, on va dire que c'est du pain béni, c'est un chiffre d'affaires garanti. Hein, il y a quelqu'un qui passe une transaction de 1000 dirhams, vous le taxez de 1 pour 1000, donc vous restez dans votre bureau, innovez ou pas, ouvrez votre business ou pas, vous avez à la fin de la journée les 1 pour 1000 qui tombent dans votre compte bancaire. Là, on travaille avec Maroclear, par exemple, sur ce qu'on a appelé les data services, c'est d'offrir donc justement à ces market vendors de la data et des services à forte valeur ajoutée. Okay. Autour de l'information, en fait, toutes les transactions qu'on gère au niveau de notre système d'information représentent une forte valeur ajoutée pour des investisseurs,
pour des data vendors. Et donc, avec Maroclear, nous sommes sur des sujets comme ça. Nous avons benchmarké avec un certain nombre de marchés de capitaux un peu partout dans le monde. Et on a une liste, donc, justement, d'innovations autour de la data qu'on va lancer. Les télécoms, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, et de notre côté et du côté de Maroclear, nous avons un manque à gagner énorme parce que nous sommes connectés à tous les partenaires de marché. Maroclear est aussi connecté à tous les partenaires de marché. Je rêve un jour d'avoir on va dire une plateforme, une infrastructure télécom qui réunit tous les intervenants de marché financier. Ce truc-là, je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans, on a été en Indonésie et on a vu qu'il y a un réseau très haut débit mis à la disposition du marché financier, marché des capitaux, très sécurisé, des fibres optiques redondantes, enfin des boucles fibres optiques redondantes, et les gens ils se retrouvent parce que ça facilite la communication entre les intervenants, ça ramène de la qualité de service, ça au profit aussi de l'investisseur parce que ça réduit les coûts. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On attend énormément de nos opérateurs en fait pour nous permettre d'être à la page et aussi de nous ouvrir sur les marchés régionaux et continentaux afin de servir de la meilleure manière les investisseurs étrangers. J'avais dit que sur cette table ronde, il n'y a que de brillantissimes intervenants et donc à la limite, ils font le boulot pour moi. Vous voulez des tac-au-tac ? Voilà, exactement. Vous voulez des tac-au-tac ? Bah, écoutez, il faut faire vite avant que la technologie soit trop vieille. C'est juste un accord entre les entreprises qui veulent le faire parce qu'on sait très bien le faire. Et on le fait avec beaucoup d'autres. Et c'est quelque chose qui prendrait 2 mois et vous l'avez clé en main, avec les débits que vous voulez, les SLA que vous voulez, ainsi de suite. Donc ça, c'est très très facile. Je voudrais, si vous permettez, on parle beaucoup de la digitalisation, mais on n'en a pas donné une définition. Je vais oser en donner une parce que c'est important. Enfin, la digitalisation, c'est comme le leadership. Chacun a sa propre définition. Il y en a aucune n'est fausse. En tout cas, on pense que la digitalisation, c'est l'interconnexion intelligente entre les hommes, les process, les outils, la technologie et la data. D'accord ? Après, chaque secteur, chaque gouvernement, chaque entreprise en fait sienne et ils le travaillent de la manière qu'ils veulent ou qu'ils peuvent pour en tirer ce qu'ils souhaitent. Je voulais un petit peu continuer sur cette industrie des télécoms, ce qu'elle peut ramener. Vous avez parlé un peu du cash. Eh bien, bonjour Mobile Money, il est là. Donc, nous avons les autorisations, enfin les opérateurs ont les autorisations, ça vient. Sachez que dans quelques pays d'Afrique, il y en a notamment un, le mobile money est tellement important que c'est 46% du PIB. Donc je dis bien 46% du PIB. Donc je ne parle pas de mobile banking, je parle de mobile money, mobile payments et mobile banking. Il y a 3 différentes choses. Mais mobile money, c'est-à-dire le fait que votre compte en banque, enfin plutôt votre numéro de téléphone devient votre compte en banque. C'est aussi facile que ça. Vous avez parlé de la sécurité. La sécurité est à la digitalisation aux entreprises, ce qu'est la confiance pour l'économie. Quand vous avez confiance, vous consommez, vous achetez une maison, vous faites des prêts, éventuellement vous pouvez même aller jusqu'à vous marier et avoir des enfants, qui sait. Mais, et sans sécurité, les entreprises n'iraient pas dans la digitalisation. Vous et moi, si on n'a pas confiance, je ne donnerai pas mon numéro de carte bleue et les 4 chiffres magiques pour dire les délais d'utilité, enfin je ne sais plus comment ils l'appellent, pour y aller. Donc la sécurité est extrêmement importante et c'est une dimension extrêmement importante et primordiale et fondatrice que les opérateurs se doivent de ramener pour accompagner les entreprises dans cette digitalisation. Qui de mieux est positionné que ces opérateurs qui livrent la data aux entreprises pour pouvoir l'accompagner de toute la journée que j'ai définie tout à l'heure dans les 5-6 phases pour un petit peu le faire. L'autre point que je voulais dire sur la digitalisation, c'est je pense que j'ai eu la chance d'interagir avec quelques startups ici au Maroc parce qu'on a une action pour un petit peu les accompagner et j'ai été frappé par le fait qu'ils réfléchissent très local. Des fois, ils réfléchissent sur Rabat du Sud ou Rabat du Nord ou ainsi de suite. Et je pense, et c'est une différence fondamentale par rapport à ce qui se fait aux États-Unis où j'ai eu la chance un petit peu de naviguer. Quand vous prenez Uber, ce n'est pas une boîte de transportation, c'est une boîte de technologie qui a fait en sorte, qui a utilisé justement les data, les outils, les hommes, ainsi de suite, pour résoudre un problème. En fait, c'est quoi? C'est un problème ancien
une nouvelle technologie et une idée géniale. Vous combinez le tout, vous donnez lieu à une innovation. Donc Uber n'est pas une boîte de transportation, c'est une boîte qui a utilisé, c'est une plateforme, c'est une boîte qui est utilisée digitale, qui a fait en sorte de faciliter la journée de voyage d'un certain nombre et qui a optimisé les ressources entre les voitures et les chauffeurs, ainsi de suite. D'accord ? L'autre problème, c'est que quand Uber réfléchissait, il ne réfléchissait pas que pour les voitures jaunes de Californie ou bien de New York. Donc, son business model est global. D'accord ? Donc, ce que je dis, et pour la digitalisation au Maroc, il faut absolument réfléchir global. De toute façon, votre compétition, elle est globale. C'est-à-dire, si vous faites un produit, eh bien, demain, imaginez, je ne sais pas si Amazon est ouvert au Maroc ou pas, eh bien, quand ça sera ouvert avec les entrepôts ici, que vous pouvez être délivré ici, eh bien, ça va être quelque chose, c'est extraordinaire. Donc, en fait, ça va impacter de manière forte, je ne dirais pas négativement, mais de manière forte, un certain nombre d'acteurs installés parce qu'il a ramené une expérience, et ainsi de suite. Donc, c'est très important, cette dimension de technologie et dimension de business model. L'autre partie pour la digitalisation, et j'arrêterai là, c'est le leadership. Les boîtes ne se transformeront pas sans leadership. C'est un mot très anglo-saxon. Et c'est extrêmement important parce que les boîtes sont confrontées à une problématique très complexe. Ils ne peuvent pas du jour au lendemain complètement ignorer leur legacy parce que c'est ce qui les fait bouffer aujourd'hui de manière concrète. Mais au même moment, il faut absolument qu'ils se transforment. Mais il faut du leadership. Et sans leadership, ça ne pourra pas se faire. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle on n'incite pas beaucoup. Tu as parlé, Selwa, de ressources humaines. C'est très important. Et le leadership, il y a ceux qui lead. C'est ceux qui aiment le pouvoir et qui ont plutôt un rapport hiérarchique. Il y en a des très bons qui font des choses. Mais il y a les vrais leaders. Les leaders, c'est ceux qui ont une vision, qui savent l'articuler en stratégie et qui surtout qui s'entourent de gens plus intelligents qu'eux pour faire le travail et qu'on s'est fait, ils disent c'est vous qui l'avez fait. Sans cela, je ne pense pas qu'on puisse digitaliser, que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises, et c'est primordial. Merci beaucoup pour cet éclairage, puisque là, vous avez rebondi sur un sujet qui a été à l'origine justement d'une coproduction, puisque la cybersécurité, vous l'avez dit, vous l'avez redit, vous l'avez même mis au centre de l'ensemble de tout ce qui touche à la data. Rappelez aussi au passage que l'OSIM a fait de ce sujet un vrai sujet sur lequel elle avait travaillé avec Data Protect et qu'ils ont produit un livre. Je pense que vous l'avez dans les sacoches, c'est la cybercriminalité. Ça donne justement toute cette dimension de ce sujet, de ce secteur qu'il faut prendre. Il y a des métiers qui n'existaient pas et qui aujourd'hui, des hackers qui vont attaquer que ce soit des systèmes d'information ou des bases de données et qu'il faut vraiment faire attention. L'idée, c'est juste pour dire que c'est un sujet qui a été traité par l'OSIM. Les hackers, ils ont des forums. Ils ont un salon à Las Vegas. La cybercriminalité, il y a des entreprises qui ont des CFO, qui ont des CEO et qui influencent des élections présidentielles, pour ne pas les citer, ainsi de suite. Donc, c'est un métier aujourd'hui de hacker, c'est un métier. Vous, le matin, vous dites, moi je suis hacker, et vous êtes payé pour ça, et très très bien payé pour ça. Donc, je pense que les entreprises n'ont pas le choix que de se protéger. Je n'aime pas faire de la publicité, parce que je ne suis pas là, je respecte l'espace de neutralité, mais on a fait une annonce aujourd'hui de l'arrivée de cybersécurité qui va s'installer au Maroc avec un leader européen et l'un des principaux acteurs mondiaux. Et donc, on va s'éclater. Alors, l'idée, c'est justement dès lors qu'on parle de technologie disruptive, on a ce fameux mot qui revient, c'est le changement de paradigme. Et donc, même quand le hacking devient un métier, on est vraiment dans une vraie disruption. C'est ça, tout à l'heure, il parlait de salariés augmentés, etc. Et donc, les choses sont en train de bouger. Atman, j'ai vraiment envie de vous écouter sur 3 ou 4 actions phares pour le secteur dans lequel vous opérez, qui pourraient faire de cette transformation digitale des usages qui vont créer plus de valeur et plus de richesse, et surtout, puisqu'on l'avait dit depuis ce matin, et qui vont permettre la création d'emplois pour la jeunesse. Alors, déjà, on parle de transformation digitale, mais nous, en tout cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de secteurs, mais vous avez compris, le digital, ce n'est pas simplement quelque chose qui est au service de la stratégie. Le digital est au cœur de la stratégie. C'est un des piliers de la stratégie, et on doit pouvoir utiliser le digital pour être plus compétitif, pour avoir une excellence opérationnelle plus avancée. Donc nous, on est mesuré dans notre métier, on est à l'interface entre les marques et les consommateurs. Et aujourd'hui, vous l'avez vu avec toutes les histoires de boycott, les consommateurs prennent le pouvoir. Les marques se posent des questions. Si les marques concernées avaient pu anticiper ce qui allait se passer,
je pense qu'elles auraient réagi autrement. Nous, on est à cette interface entre les marques et les consommateurs, et la meilleure façon d'être plus fiable, de capter les vibrations des consommateurs, c'est le digital. On rêverait d'avoir une solution qui nous permet de capter le sentiment des gens. Et je pense que on avait fait une session, une conférence avec l'OSIM il y a quelque temps, où je disais que le seul moment où les robots butent, c'est quand on parle d'empathie, de sentiment, de cœur, bonheur, de choses comme heureux, ça. etc. Et de bonheur, voilà. Ouais. Je ne sais pas si les robots sont heureux, mais en tous les cas, on m'avait posé la question dans la salle tout à l'heure, la pause, et on me dit, est-ce qu'on pourrait parler à un moment donné dans cette table ronde de bonheur? Et donc voilà, ça a été exaucé. Le vœu de ceux qui l'ont voulu, ça a été dit par ces semaines. J'étais pas au courant, mais c'est bien. Ouais. C'est une bonne Voilà, chose. donc les robots heureux peut-être, mais des humains heureux, c'est une volonté. Donc nous, sur ces logiques de digital et de technologies disruptives, par définition, une technologie disruptive, vous ne pouvez pas l'anticiper, sinon ce ne serait pas une disruption. Donc la première initiative clé, le premier élément très important, c'est qu'il faut créer les conditions pour que les technologies disruptives puissent émerger. Et si possible, qu'on puisse être acteur de cette émergence. Et donc c'est des environnements d'innovation qui permettent de le faire, c'est des communautés d'innovation, c'est tout le concept d'open innovation. Il faut qu'on mette nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires et tous les contributeurs, toutes les directions de l'entreprise dans un contexte favorable à l'émergence d'idées disruptives et innovantes. Et donc c'est la partie open innovation. La deuxième chose, c'est qu'il faut être capable, comme je le disais tout à l'heure, d'intégrer ça dans la stratégie. Donc il faut que chaque direction de l'entreprise ait une feuille de route digitale. Pas parce que la direction générale le demande ou l'actionnaire le demande, mais parce que c'est un vrai levier de transformation de n'importe quel métier. La troisième chose, c'est d'être capable d'aligner cette transformation digitale sur les différentes directions. On ne peut pas juste demander à chacun de partir dans tous les sens avec son projet de dématérialisation, avec son projet de plateforme analytique, avec son projet de robotisation. On doit avoir un certain alignement. Donc effectivement, ça part d'une vision et d'une ambition, mais on doit être capable d'orchestrer tout ça. Donc on peut l'orchestrer en mettant une PMO au sein de l'organisation spécifiquement sur les sujets du digital, où l'ensemble des acteurs, l'APB est très actif sur le sujet. Moi, je fais également partie de l'association marocaine de la relation client, où tous les acteurs essayent de réfléchir à comment s'aligner, aller dans la même direction pour faire avancer le métier dans cette direction. Et puis à la fin, il faut avoir les budgets, parce qu'on ne peut pas faire tout ça juste avec des bonnes idées. On parle d'approche par lab, on parle d'approche par proof of concept, par prototype, c'est bien, mais à un moment, quand on veut le généraliser et le mettre en place à grande échelle, et je pense on parlait notamment des challenges au niveau du secteur public, un des moments où le moment de vérité, c'est au moment où on parle de budget, où on parle d'allouer les budgets, de permettre d'investir dans cette transformation digitale. Donc il faut simplement se dire que ça ne pourra marcher que si on a un modèle économique, un business plan qui va avec, et donc il faut développer des compétences en interne pour bâtir des business plans qui vont accompagner la transformation digitale. J'ai vu Selwa, dès lors que tu as parlé de budget, il a pris son petit... il a dit, voilà, j'ai des choses à dire, et donc si tu peux compléter, aller dans le sens de ce que disait Othman. Je rejoins un peu ce qui a été dit par CCRH, tout à fait. Donc accompagner les métiers, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que le rôle du DSI, c'est de plus en plus d'accompagner les métiers, l'ensemble des métiers au niveau de l'entreprise. Peut-être, et là ça va être un peu commercial, mais je pense qu'il faut le dire, on est entre nous. Peut-être qu'il faut que les DSI commencent à externaliser un peu plus, commencent à outsourcer un peu plus. Non, il y a ceux qui rient dans la salle, il y a ceux qui se posent la question. Donc, vous êtes d'accord alors? Ouais. Un peu difficile qui est en train de traverser pour le secteur, parce que les mentalités sont en train de bouger. Il y a une certaine défiance vis-à-vis de l'ordre établi qu'il faut gérer. Donc, quel rapport avec le digital, je ne saurais pas vous dire, franchement, mais abondance de données ne nuit point, comme il y a abondance de communication, mais abondance de données ne nuit point.
Maintenant, ce que je peux dire que pour nous, on ne connaît jamais assez les microéconomies locales, les systèmes dés locaux, on en découvre tous les jours. Et si la digitalisation permet de modéliser mieux toutes ces prouesses microéconomiques, de voir comment ça peut donner des débouchés. Alors il y a des belles expériences de commerce solidaire aujourd'hui, il y a dans certains pays. Je pense que ça c'est une direction qu'une informatisation. Le terme digitalisation, franchement, il commence à m'énerver un peu. Que plus de data et plus d'utilisation de technologies devrait améliorer. Donc il y a cet enjeu-là, c'est mieux connaître la psychologie. C'est donc, parce que pour nous, c'est un risque. Il faut savoir que nous sommes indépendants de n'importe quel subside et que nous devons renforcer nos fonds propres, être plus solides. Et donc on doit toujours trouver un équilibre assez subtil entre impact social et résultats financiers. On doit faire des mêmes résultats et mêmes performances qu'une organisation financière classique, mais tout en ayant un objectif d'impact social qui se mesure concrètement. On a des tableaux de bord sociaux où on mesure la croissance des actifs moyennes de nos clients, leur marge nette par rapport à la traite qu'ils nous laissent. Donc c'est tout ça qu'il faut pouvoir préserver et améliorer. Merci beaucoup aussi Youssef pour cet éclairage. Depuis ce matin, enfin depuis le début de la table ronde, vous avez remarqué qu'on a fait à la fois le focus sur les technologies disruptives, mais on a beaucoup parlé de compétences, de jeunesse et de start-up. Et on a avec nous quelqu'un dans la salle qui a une start-up qui a démarré il y a pratiquement 5 ou 6 ans. Alors il est jeune, il est brillantissime et on voulait le mettre en avant. Pendant qu'on était en train de parler, lui il était en train de dessiner. Je vous propose de lui faire des applaudissements. C'est Zakaria qui est là-bas. Et il va nous proposer tout ce qu'il a entendu et comment est-ce qu'il l'a schématisé, comment est-ce qu'il l'a rêvé et comment est-ce qu'il l'a senti pour aller dans le sens de la psychologie. Qu'est-ce que ça a réveillé en lui? Alors, ce qu'il a réveillé en lui, c'est que ce qui est certain, c'est qu'elle est disruptive, mes amis. Êtes-vous sûrs, mes amis? J'appuie, c'est bon, tout le monde est prêt? Alors, en 1 minute chacun, votre retour par rapport à ça. C'est Ibrahim Sbaï. Par rapport au dessin de Zakaria. Ça fait, on a applaudi avec Zakaria. Parce que je lui avais promis ça, 4 applaudissements dans la journée, parce qu'on a ramené un cumul. Voilà. Non, mais je pense qu'il a tout simplement, pas simplement, mais il a eu le génie et le courage de prendre un vieux problème, utiliser une nouvelle technologie avec une idée de génie pour le résoudre. Et c'est une innovation. Bravo. Et c'est ça allait dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Absolument. Si Youssef? Le il est nécessaire. Quand on changer et toucher à son core business, c'est pas quelque chose d'anodin. Surtout quand c'est pas facile. À mon avis, il y a aussi une notion de bonne connaissance. Et ces laboratoires qu'on voit un peu partout dans les entreprises vont contribuer à accélérer le processus de décision. Et moi, je comprends le C'est loin? Moi, je trouve le dessin génial. Je voudrais juste savoir qui va appuyer au Maroc sur ce bouton. Tout l'écosystème, il faut se mettre... Je pense que le monsieur, c'est un pluriel, c'est un condensé, en plus c'est un concentré de tout l'écosystème. Ils doivent tous se mettre en mouvement pour pouvoir appuyer. Atuman? Bravo pour l'idée. Moi, je pense que on pense que quelqu'un va appuyer. Moi, à mon avis, les technologies disruptives, elles s'appuient sur elles-mêmes pour fracasser un secteur. Donc, mais bravo, c'est une bonne intuition. Saad? Moi, je suis sûr que sur ce câble-là se trouve l'APB et l'OSIM. Et c'est ce qui fera que c'est un facteur clé de succès et que, no matter what it is, il doit appuyer et la transformation s'opérera, Inch'Allah, pour un Maroc qui bouge et un Maroc qui se transforme. Alors, sur cette note positive, on remercie les panélistes parce qu'ils ont été brillants. Ils nous ont apporté un éclairage, chacun dans son secteur et chacun dans son métier, mais surtout, souvent on le dit, sans langue de bois, puisque le but étant de proposer des solutions qui marchent, relever des défis aussi, et de proposer du concret. L'idée aussi de l'OSIM, c'est Idea to Action, c'est comment transformer tout ce qui se dit en action réelle
Merci beaucoup, Saad. Merci, Satman. Merci, Selwa. Merci, Ibrahim. Et il reste 1 minute. Vous avez besoin de... Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Youssef. Sous vos applaudissements. Alors, vous pouvez vous mettre debout. Oui, bien sûr. Alors, il y a une photo qui est proposée. Je pense que dans la séquence des photos, il y a 3 choses qu'il faut faire. Un grand sourire, un bon souffle et beaucoup d'applaudissages. Je sais que le terme applaudissage n'existe pas, mais on l'a inventé pour l'occasion.